Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je suis très heureuse de vous retrouver après la pause estivale pour cette première émission de la rentrée 2022-2023. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances et que ce mois de septembre vous trouve tous et toutes en bonne santé. Pendant que l'on se reposait, certains travaillaient à organiser des attaques en règle contre les combattants et les combattantes de la cause de l'émancipation africaine, et en particulier contre moi, Nathalie Yamb, leur obsession et leur cauchemar. Magnéto. Ils payent aussi des influenceurs, des gens qui ont une importance certaine, beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. À chaque fois que le groupe Wagner souhaite s'implanter dans un pays, ils envoient en fait ce qu'on peut appeler des poissons pilotes, si vous voulez, qui vont être des personnalités qui vont aller explorer le paysage médiatique local, qui vont aller essayer de mieux comprendre les sociétés locales, qui vont essayer d'interagir avec des figures militantes, intellectuelles, locales, qui peuvent potentiellement être d'accord pour une coopération avec la Russie. Ça a été en particulier le cas notamment avec toute une série d'acteurs qui se réclament du panafricanisme. C'est le cas de Nathalie Yamb, une des influenceuses les plus virulentes et les plus suivies. Plus de 200 000 abonnés sur Twitter, elle y encense la Russie autant qu'elle y conspue la France. On la surnomme d'ailleurs la Dame de Sotchi, car Vladimir Poutine l'avait invitée à ce fameux sommet de Sotchi. Un moment clé, c'est là, devant 43 chefs d'État, qu'il se pose en défenseur des souverainetés africaines. Depuis, Nathalie Yamb est un fidèle relais de la Russie. Allez, on clique pour voir. Peu de dirigeants ont en effet l'audace de se positionner à contre-courant de la minorité de pays qui veut imposer son narratif, ses émotions, ses palabres et sa vision du monde au reste de la planète, en isolant et en sanctionnant la Russie. Discours devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, Emmanuel Macron a demandé hier aux diplomates d'être plus réactifs sur les réseaux sociaux pour riposter aux attaques que subit la France. Oui, attaques téléguidées notamment par la Russie et principalement en Afrique. Le mensuel Jeune Afrique vient de publier une enquête sur la façon dont Moscou a fait monter le ressentiment anti-français sur le continent à coups de fausses nouvelles relayées par des médias locaux. Wagner finance aussi des journalistes, des contenus, des articles offerts clé en main et s'appuie sur quelques influenceurs qui comptent des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et dans l'immédiat, la une de Jeune Afrique est détaillée par Norbert Navarro. Et il est en ligne avec François Soudan qui s'exprime pour Jeune Afrique. François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, la lutte d'influence médiatique en Afrique entre la Russie et la France dans la bataille d'image qui l'oppose aux influenceurs soutenus par Moscou. La France a fini par se décider à tenter de contre-attaquer avant de voir comment tout de suite l'influence de la Russie dans la montée du sentiment anti-français en Afrique. Comment opère-t-elle ? Alors, il est clair que les Russes jouent, exacerbent par tous les moyens ce sentiment anti-français qui préexistait quand même dans une large mesure à cette perte d'influence de la France, mais ils utilisent pour ça plusieurs moyens de propagande. Alors d'abord, une moyen classique, la chaîne Russia Today, le site Sputnik qui se redéploie sur l'Afrique, notamment à partir de Nairobi et Johannesburg, mais surtout une guerre hybride, si je puis dire, avec la nébuleuse Wagner de l'oligarque Prigojine, qui, outre ses activités de mercenariat au Mali et en Centrafrique, s'est spécialisé dans les opérations d'influence en finançant directement des médias, des journalistes. Et puis il y a aussi le recours à des influenceurs stars, qui comptent des dizaines de milliers de followers sur le continent, comme Kémy Seba, Nathalie Yamb. Réduire l'un et l'autre au simple rôle d'agent de Moscou serait évidemment simpliste. Ils avaient des convictions, évidemment, qu'ils affichaient bien avant. Et il est clair que l'un et l'autre, et surtout Nathalie Yamb, affichent un soutien inconditionnel à l'invasion russe et servent objectivement les intérêts de Moscou, tout en critiquant avec une très grande virulence verbale la politique africaine de la France, Emmanuel Macron, les médias français et les chefs d'État proches de Paris, comme Alassane Ouattara, Mohamed Bazoum, Macky Sall. Ça marche et ça intègre parfaitement l'écosystème russophile qui se développe sur le continent. Si quelques-uns très naïfs ont pu croire que ces attaques étaient d'initiatives spontanées et diffuses, il n'a pas fallu longtemps pour établir de façon certaine qu'elles étaient en réalité organisées, orchestrées, commanditées par un grand maître, l'influenceur en chef,
le président français Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs revendiqué de façon tonitruante la paternité de ces manœuvres dénigrantes, diffamatoires et méprisantes lors de la conférence des ambassadeurs français qu'il a tenue à l'Élysée le 2 septembre 2022. Pour tenter de riposter aux effets dévastateurs qu'a eu mon discours de Sotchi, qui a fait trembler l'empire france-africain jusque dans ses fondations, Emmanuel Macron, le chef d'orchestre, l'a édicté, confirmé et claironné. C'est lui qui indique le cap, qui fixe les objectifs, qui met à disposition les budgets nécessaires et qui monte même en première ligne pour ce combat de survie pour la France qui n'est grande que quand elle grimpe sur les épaules de l'Afrique. Mais que dit-il? Que disent-ils? Que veulent-ils? Que font-ils? Vous vous souvenez qu'à Sotchi, ce fameux 24 octobre 2019, je portais votre parole en ces termes. Sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. Nous nous étions fermement engagés à combattre le narratif mensonger que la France fait circuler sur nous, sur l'Afrique, sur notre dignité, notre liberté, notre développement, notre culture, nos pays et notre devenir. C'est contre cet engagement pour l'émancipation et le respect de l'Afrique et des Africains qu'Emmanuel Macron a décidé d'aller en guerre et de réaffirmer que nous, population d'Afrique, nous sommes des sous-hommes, des animaux, incapables de penser, de décider et de parler pour eux-mêmes. Et si vous croyez que j'exagère en ce qui concerne le racisme, le racialisme condescendant de Macron et de la classe politique française et européenne à l'égard des Africains, je vous invite à écouter le discours qu'il a tenu lors de la conférence des ambassadeurs du 2 septembre. Alors qu'il venait de dire au ramassis d'incompétents rassemblés devant lui, connus sous le vocable de diplomatie française, que leur rôle est de continuer à discuter, même et surtout avec les gens avec qui la France n'est pas d'accord, en faisant allusion à Vladimir Poutine, il instruit quelques instants plus tard de combattre et de faire taire par tous les moyens ceux qui en Afrique sont en désaccord avec la France. La deuxième chose dans ce monde complexe, c'est qu'il faut assumer à chaque instant de pouvoir et de toujours continuer à parler à tout le monde. Mais il faut totalement l'assumer. Et il ne faut céder à aucune forme de fausse morale qui nous impuissanterait. Qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler et à être membre de l'OTAN, dois-je le rappeler, et à parler à la Russie? Oui. Le métier de diplomate, c'est bien de parler à tout le monde, y compris aux gens, et surtout aux gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Parlant d'influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif, et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. On discute avec ses semblables, avec ses égaux, mais certainement pas avec ses moins que rien à la peau foncée, qui, par une erreur de la nature, ont l'audace d'occuper le si riche continent africain tant convoité. Ces gens qui sont si loin, qui nous sont inférieurs et qui, à la différence des Occidentaux et même des Orientaux, sont dénués de complexité, incapables de nuances, de paroles et de choix pertinents.
Dans la vision et le narratif de Macron et de ses prédécesseurs d'ailleurs, l'Europe, c'est pour eux. Et l'Afrique, c'est aussi pour eux. Et si par malheur l'Afrique devait échapper à la France, alors elle ne pourrait appartenir qu'aux autres, aux Américains, aux Russes, aux Chinois, aux Turcs, aux Indiens, aux Iraniens, à tous les autres, mais jamais aux Africains. Mais quels moyens s'octroie-t-il pour passer à l'exécution du plan correctif, du plan de riposte à l'éveil des consciences africaines que j'incarne et que je porte au péril de ma vie et de mon bien-être? Dans les années 60, les autorités françaises s'adressaient pour cela à des chefs d'État individuels. Houphouët-Boigny, Senghor, Eyadema. Ceux qui étaient d'accord restaient dans leur fauteuil et ceux qui n'étaient pas d'accord étaient éliminés, tués, renversés, grâce aux mercenaires français comme Bob Denard. Après, quand ils ont constaté les limites de ces huis clos, ils ont parlé au collège des chefs d'État, en organisant des réunions pour s'adresser à eux collectivement, de façon plus compacte. Et c'est ainsi que nous avons vu naître les fameux sommets France-Afrique dans les années 70. Cependant, se rendant compte que cela n'empêchait pas les pénétrations commerciales d'autres acteurs internationaux, à l'instar de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, etc., sur le sol africain, ils ont décidé de parler à tous ceux qui s'expriment en langue française, réunis au sein de la francophonie. Mais cela n'a pas non plus permis d'atteindre l'objectif escompté. Alors, ils ont ensuite décidé de passer par les sociétés civiles, en les organisant, en les finançant, en les corrompant, en les achetant pour qu'elles influencent pour leur compte. Cela ne suffisant pas à étouffer les revendications d'émancipation, le besoin de partenariats diversifiés en lieu et place du mariage forcé, abusif, exclusif et spoliateur imposé par Paris, ils décident donc dorénavant de s'adresser directement à la jeunesse africaine. Cette jeunesse dont ils reconnaissent que nous sommes les porte-voix, cette jeunesse qui nous écoute, qu'ils pensaient initialement uniquement branchée sur les réseaux sociaux, ce qui devait exclure ceux qui sont dans les campagnes, dans les zones rurales, de la contestation de la présence française en Afrique. Mais patatrac, l'épisode du convoi de Barkhane, arrêté et caillassé dans les villages du fond du Burkina Faso et du Niger, fin 2021, leur a démontré, si besoin était, qu'une nouvelle fois, ils faisaient fausse route. Un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire à destination du Niger, bloqué vendredi à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord du Burkina Faso. Des milliers de personnes ont décidé de barrer sa route à l'appel de la coalition des patriotes du Burkina Faso afin de protester contre l'insécurité galopante dans le pays. Malgré les accords signés avec la France, le convoi suscite des interrogations. Nous, ils transportent quoi? Ils amènent quoi? Chaque fois, ils partent vers le Sahel. C'est que nous, on veut là. Aujourd'hui, là, ils ne vont pas passer. Même si c'est pas aujourd'hui, même si on va faire deux mois ici, là. Nous, on est calés, on ne va pas bouger. Mais nous, on ne veut pas leur aide. On ne veut pas négocier, on ne demande pas quelque chose. C'est que nous devons seulement une chose. Ils n'ont qu'à partir chez eux. Le convoi militaire de la force française Barkhane, de nouveau freiné dans sa traversée par un millier de manifestants. Pneus en travers des routes, départ de feu, barrage humain, les militaires français restent bloqués à Terra pendant près de 5 heures. Présentes sur place, les forces de sécurité nigériennes tentent de maintenir les manifestants à distance à coups de gaz lacrymogène. Selon l'armée française, plusieurs camions du convoi auraient été pris pour cible. Des individus auraient même tenté de s'en emparer. En effet, partout sur le continent, les gens sont conscients des méfaits de la France, des atrocités, violences et pillages qu'elle a infligés aux populations africaines depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Macron décide donc maintenant de mobiliser l'Élysée, la diplomatie, l'armée, les médias.
leur demandant de recruter à tour de bras et promettant de leur donner le maximum de moyens pour tenter d'arrêter l'inéluctable rupture chirurgicale en cours de téléchargement de par la volonté des Africains. On a même été jusqu'à nommer un ambassadeur pour nous combattre. Mais comme ils nous considèrent comme des sous-hommes, les cancres en pantalon et en jupon se succèdent à ce poste avec le résultat misérable que l'on voit. Leur comportement, leurs agissements, la mobilisation des services et des moyens de l'État français me coûtent cher personnellement. Arrestations et expulsions, les menaces de mort envers moi, envers mes parents, envers mon enfant, envers mes proches, les filatures, les lettres anonymes, les intimidations, les tracasseries et abus administratifs, les mensonges, la diffamation, l'assassinat de caractère en prélude à l'assassinat physique. C'est beaucoup pour un petit bout de femme noire d'1,63 m. À ce sujet, je me permets de faire 2 remarques. Pour commencer, je m'adresse à Barbara Lohr, que voici. Madame, quand Macron ou ses services vous demandent de produire un documentaire anti-Nathalie Yamb pour Arte, si vous étiez professionnelle et non une mercenaire des médias, de la même façon que vous avez contacté des individus comme Nicolas Normand et Maxime Audinet sur Twitter, vous auriez aussi pris attache avec moi. C'est cela qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. En tout cas, c'est ce que l'on m'a enseigné quand j'étudiais le journalisme en Allemagne. Et j'ose croire que c'est également cela que vous auriez retenu à l'école de journalisme de Strasbourg si vous n'aviez pas été une étudiante médiocre. Cela s'appelle de la déontologie professionnelle. Mais, chers amis, c'est à dessein que des cancres comme Barbara Lohr, comme Benjamin Roger, comme François Soudan, Patrick Cohen, Cyril Ben-Simon, etc. sont recrutés et mis à contribution pour ces basses besognes. Car le but de la manœuvre n'est pas de fournir l'information, mais plutôt de manipuler l'opinion. Hélas pour eux, heureusement pour nous, cette méthode ne prospère plus. Nous avons déjà tellement bien réussi notre mission d'éveil des consciences que quasiment plus personne en Afrique ne les prend au sérieux. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Et c'est ainsi que chaque article ou reportage mensonger, à charge, publié ou diffusé par leurs soins à travers les chaînes comme RFI et France 24 du réseau officiel de la propagande d'État hexagonale France Média Monde ou dans les autres médias subventionnés par l'État français, se fait déchirer, laminer par l'opinion africaine. Ma deuxième remarque est relative au bon usage de l'argent du contribuable français. Puisque malgré le fait que je passe mon temps à vous dire que le combat que je mène est celui de l'affranchissement des tutelles d'où qu'elles viennent, que nous voulons être des Africains qui ne sont la propriété de personne, vous répétez depuis Macron lui-même, en passant par ses ambassadeurs, ses militaires, ses journalistes, puisque donc vous continuez de cultiver l'idée que je suis stipendié, payé par Poutine, par la Russie, la Chine ou la Turquie, mais la solution est toute simple. Si ce n'est qu'une affaire de mercenariat financier, d'argent, de corruption, et vous parlez avec tellement d'assurance de ma prétendue rémunération, de mes honoraires, de mon salaire, comme si vous étiez en possession de mes si fantasmés bulletins de paye, il vous suffit d'ajouter 1 rouble, 1 euro, 1 CFA, 1 dollar ou même 1 satoshi sur ce que Poutine me paie, selon vous, pour que je me mette à votre disposition. De la même façon que vous avez payé et intégré dans vos rangs des gens comme Achille Mbembe, Kako Nububko, Tidiane Thiam, Lionel Zinsou, Felvin Sarr, etc. Pour qu'ils se rallient avec véhémence à votre cause ou se taisent.
C'est tellement plus simple et cela vous épargnerait toutes ces agitations ridicules et risibles. Ou bien, cela vous coûterait aussi nettement moins cher que les millions d'euros que vous dépensez en budget de recrutement, de fonctionnement et d'entretien des glandeurs extraits des placards recyclés en commentateurs de 8e zone et des trolls en conflit permanent avec les règles d'orthographe de la langue de Molière que vous embauchez et employez actuellement pour nous combattre, évidemment, sans succès. Mais vous savez pertinemment que la lutte que je mène et incarne avec d'autres vaillants frères et sœurs d'Afrique, des Caraïbes et des diasporas n'est mue que par l'irrépressible exigence de redevenir des femmes et des hommes libres et souverains. Ce n'est pas comme si la France n'avait pas essayé de m'approcher, que ce soit des dirigeants du Quai d'Orsay, qui sont venus à ma rencontre 17 jours après mon expulsion de Côte d'Ivoire, ou les missi dominici français, européens et africains qui prennent attache avec moi. Vous n'avez de cesse de faire ce dont vous accusez les autres. Mais c'est peine perdue, car l'on ne peut acheter que ce qui est à vendre, et moi, je ne suis pas à vendre, ce qui vous met en rage et vous fait agir de façon brouillonne et erratique. Yako. La cause principale de votre débandade en Afrique, c'est votre incapacité à changer de logiciel. L'Afrique du 21e siècle n'est pas celle du 20e, 18e, 19e siècle. Et ce que nous avons réussi à faire avec Assimi Goïta, Mamadou Koulibaly, Kémi Séba, Aminata Traoré et tant d'autres va plus loin que ce qu'aucun de nos devanciers avait fait avant nous. Et rien ne pourra plus jamais refermer les yeux et obscurcir les esprits que nous avons éveillés. Ni vos sinistres ministres, ni vos services voyous, ni vos soldats mercenaires, ni vos ambassadeurs influenceurs, ni vos médias barbouzes, ni vos intellectuels artistes corrompus et corrupteurs ne nous arrêteront ou ne nous feront reculer. Cette guerre, vous l'avez perdue. Mais je ne saurais terminer cette vidéo sans m'adresser à l'opinion, au peuple et au président africain. La façon dont ces gens du dehors nous traitent, c'est en partie à cause de vous, à cause de nous. Qu'est-ce que leurs armées font chez nous en temps de paix et même en temps de guerre? Des armées qui ne sont pas là pour nous sécuriser, mais pour protéger leurs intérêts. Car j'ose espérer qu'à ce jour, tout un chacun sait, grâce aux accords rendus publics par le professeur Mamadou Koulibaly, alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que la gestion des ressources naturelles n'a pas été annexée à la partie commerce du pacte colonial, mais bel et bien à l'annexe de défense. Qu'est-ce qui explique que sur le territoire africain, une monnaie appartienne à une puissance étrangère? La monnaie qui est censée être une institution de souveraineté. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, une puissance étrangère puisse fournir des armes et des financements à un Africain pour aller déloger un autre Africain du fauteuil présidentiel? Qu'est-ce qui explique qu'au niveau de l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui encore, ce soit des puissances étrangères qui portent la voix et la plume des pays africains, comme si on était des enfants immatures et irresponsables? Qu'est-ce qui explique que c'est l'histoire des autres, l'histoire écrite par les autres, qui est enseignée à nos enfants dans nos écoles et dans nos universités? Qu'est-ce qui explique que pour pouvoir me faire entendre et comprendre par un maximum d'Africains, je doive m'exprimer en français ou en anglais dans mes vidéos, plutôt qu'en Bambara, en Kiswahili, en Bassa, en Wolof ou en Lingala? Qu'est-ce qui explique que nos matières premières servent à faire tourner et à industrialiser les économies des autres, pendant que nos économies à nous sont au point mort, au stade du Néandertal industriel? Qu'est-ce qui explique tout cela
si ce n'est pas que nous ne nous sommes pas appropriés nous-mêmes notre continent. Quand les colons sont arrivés chez nous pour arracher nos frères, nos terres et nos choses, ils ont donné des noms à nos pays, à nos rivières, à nos collines, à nos villes, à nos rues. Ils nous ont imposé leur langue, leur religion, leur enseignement. Mais au moment où ils sont repartis, vous, les chefs d'État, vous auriez pu et dû nous permettre de nous réapproprier notre pays et notre histoire. Mais vous vous êtes plutôt comportés exactement comme eux le faisaient. Vous êtes allés vous installer dans les palais des gouverneurs coloniaux. Vous avez appliqué la même politique que le gouverneur blanc menait et vous avez conservé tous les noms qu'ils ont choisis pour nous. Vous n'avez même pas eu la présence d'esprit d'écrire des textes conformes à nos coutumes, à nos traditions, à nos façons de vivre. Vous vous êtes juste contenté de faire du copier-coller des lois napoléoniennes, le sale type qui a réinstauré l'esclavage, alors qu'eux-mêmes, en Europe, ont pris le temps de les modifier et de les réformer. Le rôle de laquais, à qui les ambassadeurs de France donnent des instructions, vous convient bien. Si vous vous étiez comporté en chef d'État libre, patriote et autonome auquel aspirent les jeunesses africaines, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu, bien au contraire. Le vide juridique consternant concernant l'appropriation de l'Afrique par les Africains peut et doit être comblé. Il faut que tout le monde sache que l'Afrique, c'est aux Africains et que rien ne doit se faire en Afrique en dehors de l'intérêt des Africains. Il faut que cela soit dit, écrit, répété, enseigné, appris, martelé, gravé dans le marbre. Il faut que ceux qui gèrent nos pays puissent être capables de démontrer que ce qu'ils ont fait durant leur mandat est dans l'intérêt de l'État, du pays et des populations qu'ils dirigent. Et pour cela, il faut que des dispositions contraignantes soient inscrites dans nos constitutions. J'ai bien dit contraignantes et non pas uniquement déclaratives, dans un préambule que tout le monde et n'importe qui peut violer. Au Mali et en Centrafrique, des révisions constitutionnelles sont en préparation. Messieurs Assimi Goïta et Faustin Archange Touadéra, c'est à vous que je m'adresse ici particulièrement maintenant, mais pas uniquement. Vous avez le devoir de prendre toutes les dispositions pour que la propriété de l'Afrique par les Africains soit ancrée dans nos textes fondamentaux. La présence de bases et d'opérations militaires étrangères sur notre territoire, tout comme l'abandon de notre souveraineté monétaire, doivent être formellement interdites constitutionnellement. L'appartenance du sol et du sous-sol aux populations locales doit y être sanctifiée. L'adoption d'une ou plusieurs langues locales comme langue officielle nationale en complément ou même en remplacement du français doit être prévue. La transparence des contrats signés en notre nom par nos gouvernants y être inscrite et les sanctions relatives à la haute trahison y être précisées. Je suis à votre disposition avec mes équipes pour aider, conseiller, détailler ces propositions. Alors mettons-nous au travail, tous ensemble, car le moment est opportun et le temps presse. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors mettez un like, un commentaire en dessous et partagez le lien à vos amis, à vos collègues, à vos parents, dans vos groupes et réseaux sociaux. Traduisez le contenu de ce que je viens de vous dire dans vos langues locales respectives pour que le message circule. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, à cette page, à ce compte. C'est gratuit et cela me fera plaisir.
Et lorsque nous aurons atteint un certain nombre d'abonnés, je diffuserai la version électronique des servitudes du pacte colonial, publiée par Mamadou Koulibaly en 2005 et qu'on ne trouve plus en librairie depuis longtemps. Et si vous voulez me soutenir financièrement pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif et à prendre les dispositions nécessaires pour rester en vie malgré les attaques de la France et de l'Occident contre ma personne, alors n'oubliez pas de contribuer à mes cagnottes dont les liens sont juste ici. Merci d'être là. Merci pour votre endurance, votre détermination et votre soutien. Et à bientôt. Matondi Mingi.